Bonjour, Bonjour. nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire qui va traiter aujourd'hui de la cybercriminalité et des données de santé. Et donc nous allons faire un état des lieux et ensuite discuter des différents enjeux qui en découlent. Alors, dans un premier temps, on va regarder ensemble le sommaire. Alors, les différents points que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, cybercriminalité et données de santé, retour sur les dernières cyberattaques, quelques-unes, bien sûr, on n'a pas pu toutes les lister. Les enjeux et les impacts des attaques sur les professionnels et les particuliers, dans la mesure où toutes les cibles sont concernées. Des prédictions inquiétantes sur la cybercriminalité, et ensuite voir comment est-ce que l'on peut protéger les données de santé. Voilà. Sébastien va vous présenter la première partie, et ensuite je reprendrai la main pour la seconde partie. En parallèle, nous allons consulter sur un deuxième écran donc les différentes questions et nous reviendrons dessus au fur et à mesure. Voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter, on est là pour répondre à ces questions. À tout à l'heure, merci. Je vais essayer de me mettre un peu plus dans le placard. Alors, on va commencer par quelques chiffres. Alors, il y a une belle infographie qui a été faite par Kaspersky, donc qui est présentée sur le slide, là, qui donne quand même des informations assez intéressantes sur l'état des lieux aujourd'hui, des chiffres clés. Donc, il y a des choses qui font un petit peu peur, hein. Je vais être honnête avec vous, c'est pas très rassurant quand on lit des choses comme ça, mais en même temps, ça donne un bon potentiel d'amélioration, on va dire ça comme ça. Donc, on a des chiffres, voilà, sur la colonne de gauche, par exemple, 32% des responsables, voilà, on a des chiffres sur les professionnels de santé qui ont été audités un petit peu dans le cadre de cette étude-là. Donc, on a 32% d'établissements de santé, des instances gouvernementales, des praticiens et des patients. Et voilà, donc ça, c'est plutôt le panel qui a été utilisé. Et on voit que, par exemple, il y a 20% de ces gens-là qui ont des solutions de sécurité sur les appareils qu'ils utilisent. Donc ça, 20%, on peut se dire, c'est vraiment très, très faible pour une population qui gère quand même des données alors de santé, ce sont avant tout des données personnelles. Aujourd'hui, les données personnelles font l'objet de beaucoup de business, hein, quand on pense à Google et autres. Les données de santé sont des données encore plus sensibles que les données personnelles. Et quand on sait que sur chaque site web, il faut qu'on clique sur le bandeau j'accepte, qu'on utilise mon cookie, etc., et qu'on voit des chiffres de cet acabit-là, on se dit qu'il y a une grosse dichotomie entre ce qu'on impose sur un site web pour protéger l'adresse IP d'un utilisateur et ce qu'on fait pour protéger les données de santé, votre taux de glycémie et des choses comme ça par des professionnels de santé. Donc voilà, on trouve qu'il y a quand même une grosse différence de traitement et c'est assez inquiétant. Voilà, il y a 10% des professionnels qui admettent qu'ils ont perdu des données de santé de leurs patients. Voilà, 10%, c'est quand même pas du tout négligeable. Voilà, 55% qui estiment qu'ils n'ont pas les moyens et les ressources nécessaires pour garantir la sécurité des données. Voilà, moi, quand je vais chez mon médecin, je m'attends à ce que voilà, les données que je lui donne ou qu'il a sur moi, sur ma santé, restent confidentielles. Eh ben, il y en a 1 sur 2 qui dit qu'il n'est pas capable de le faire. Donc, c'est quand même des choses assez inquiétantes. Voilà, pas par manque de ressources financières. Quand on regarde en bas à droite, voilà, on a 17% qui pensent avoir les ressources financières pour le faire, mais qui sont pas assez compétents ou qui connaissent pas trop le sujet, ou etc., etc. Donc voilà, en tant que professionnel de la cybersécurité ou professionnel du logiciel, quand on voit ces chiffres-là, on se dit il y a des moyens de développer un peu l'activité avec des gens qui ont des ressources et des moyens consacrés à la sécurité et qui manquent simplement de connaissances et qui manquent de produits à mettre en œuvre. Et donc voilà, on peut sur ces chiffres-là imaginer qu'il y a un vrai marché à développer sur la santé dans le logiciel, enfin, des logiciels de sécurité pour la santé, et au moins améliorer un petit peu cet état des lieux qui est assez inquiétant. Voilà, on a 33% des gens qui envoient des mails
des mails non sécurisés à leurs patients avec éventuellement des résultats, etc. etc. Voilà, ça, on peut le constater tous par nous-mêmes en tant que patient. Voilà, on reçoit parfois des données de santé dans son mail. On ne sait pas trop où ça va, c'est indexé par Google si on a un Gmail, etc. etc. Voilà, c'est pas très très rassurant. Voilà, on va revenir quand même sur un petit peu l'actualité. Voilà, les attaques, les cyberattaques sur les données de santé font l'actualité depuis je dirais, ça fait bien un an qu'on a très 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 régulièrement, plusieurs fois par semaine, des remontées comme quoi tel ou tel hôpital a été attaqué, telle mutuelle, etc. Les données soit ont fuité, soit ont mis en péril l'activité de l'entreprise. Donc on va revenir sur quelques cas importants qui ont été eu lieu ces derniers temps. Donc depuis 18 mois, il y a eu 478 incidents déclarés. Alors voilà, les incidents déclarés sont la partie émergée de l'iceberg. D'accord, il y a énormément de gens qui ont eu des incidents. On a parfois quelques échos de nos propres clients qui ont eu des incidents. Très très peu déclarent l'incident auprès des autorités. Donc ces 478 là, c'est vraiment des cas, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Et évidemment, il y en a beaucoup 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 plus, ce qui rend les choses encore plus inquiétantes. Voilà, 27 signalements par mois. Voilà, si on compte, je sais pas, je crois qu'il y a 30 000 professionnels de santé, médecins généralistes en France. Voilà, ça fait très très peu. Donc voilà, il y a des cas qui mettent en danger la vie des patientes. Les patients, pourquoi patientes? Patients et patientes. Donc voilà, c'est pas des choses anecdotiques. Quand il y a un IRM qui marche pas ou une salle d'opération qui fonctionne plus parce qu'il n'y a plus d'informatique, voilà, le patient il attend et il peut tout à fait en mourir ou voire être gravement atteint. Donc c'est des choses quand même qui sont graves. Donc par exemple, on a quelques exemples. Le groupe Ramsay, donc 160 établissements de santé qui a dû fermer à cause d'un ransomware. Les ransomware, c'est quand même pas des choses très très évoluées, c'est pas des attaques très très techniques. Un ransomware, c'est en général un mail avec quelqu'un qui clique dessus, voilà, avec un bon antivirus, un bon anti-mail et puis une petite protection du réseau pour pas qu'on chiffre les données n'importe comment. C'est des choses assez facilement évitables. Et pourtant, voilà, un groupe comme le groupe Ramsay qui est pas le petit médecin du coin, voilà, se fait avoir par des choses comme ça. L'hôpital de Nantes, alors les hôpitaux, voilà, on peut se dire, ils n'ont pas beaucoup de moyens. L'actualité en ce moment, effectivement, s'ils ont 1 euro à consacrer, peut-être que c'est mieux de. Ça se discute, mais voilà, disons que voilà, une attaque, tous les postes de travail, les mots de passe, tout ça, ça prend du temps, de l'argent, et cet argent-là qui est ensuite pour corriger le problème, ça coûte plus cher que de faire un peu de prévention. C'est la même chose qu'en médecine, la prévention coûte moins cher que de soigner ensuite. Donc voilà, des hôpitaux, un gros hôpital comme celui de Nantes, etc. Là, on a quelques exemples canadiens. Donc, Bonjour Santé, c'est le Doctolib canadien. Voilà, site inaccessible pendant plusieurs jours. Donc, ça veut dire des tas de professionnels de santé qui ne peuvent plus prendre rendez-vous, des patients qui ne peuvent plus prendre rendez-vous chez leur médecin traitant. Voilà, éventuellement, s'ils ne peuvent pas prendre rendez-vous, ils laissent traîner, etc. Ça peut aggraver le cas des malades qui n'ont pas pu accéder à ce service. Voilà, des hôpitaux paralysés. Donc voilà, on refuse des patients. Ces patients-là vont dans un autre hôpital, etc. Tout ça, ça a des vrais impacts sur la santé des gens. Et c'est pas juste, ouais, c'est pas grave, l'informatique ne marche pas. Aujourd'hui, l'informatique en santé, elle est vraiment au centre du système. Et un hôpital sans informatique, aujourd'hui, est presque plus capable de soigner personne. Donc voilà, on sait encore voilà, faire un massage cardiaque sur les patients critiques, mais on va vite être un petit peu coincé. Voilà, une banque, voilà, on peut se dire quand même qu'une banque, c'est un peu leur métier de protéger leurs avoirs. Voilà, une banque américaine se fait voler les données de 100 millions de clients.
avec des numéros de sécu. Voilà, c'est des choses qui sont pas rassurantes, qui montrent en fait que voilà, la sécurité informatique n'est pas prise au sérieux par des gens comme ça. Et voilà, ces données se retrouvent ensuite en vente libre sur le darknet pour qui en a besoin. Donc voilà, si un assureur ou une mutuelle a envie de savoir qui parmi ses patients est en train de déclarer un cancer, il n'y a qu'à aller se servir. Ça ne coûte pas très cher et puis ensuite elle n'a plus qu'à résilier les contrats des patients qui sont douteux. Voilà, ça c'est un des usages possibles. Moi, j'ai pas envie que mes données de santé soient disponibles de manière plus ou moins publique sur Internet. Voilà, si on regarde un petit peu l'historique des attaques, donc ça c'est un petit classement qui a été fait par la ZIP Santé. Donc la ZIP, c'est l'organisme qui gère un peu l'informatique de santé en France, et sur les trimestres. Donc on voit qu'il y a eu le pic en troisième trimestre 2018, mais bon, on voit que ça baisse pas significativement non plus. Il y a toujours des pics. Le premier trimestre 2019 n'est pas le plus faible, donc il n'y a pas franchement d'amélioration sur les attaques. Après, on voit qu'il y a des modes. Il y a de temps en temps, c'est plus des attaques ciblées. En fait, j'ai l'impression que ça suit plutôt les failles. Quand il y a une faille identifiée sur tel ou tel système, ben, il y a des voies d'accès qui permettent d'exécuter cette faille et de faire un ransomware ou voilà, quand on parle de failles sur le logiciel de gestion de mail, ben, on va utiliser plutôt la messagerie électronique pour infecter des utilisateurs. Le but du jeu, à la fin, c'est toujours pour le pirate de récupérer de l'argent et soit par le biais d'une rançon, soit par le biais de la constitution d'un réseau zombie ou des choses comme ça. Mais voilà, ça devient une vraie industrie. Et voilà, un industriel du piratage va utiliser les moyens les plus faciles pour lui pour rentabiliser les failles qu'il a découvertes. Donc voilà, c'est ce qu'on peut imaginer de ce graphique-là. Voilà. Sachant que la sécurité, c'est comme dans une maison, c'est toujours le point le plus faible qui va être attaqué en premier. On peut avoir une belle porte blindée si on laisse la fenêtre ouverte. C'est par là que vont rentrer les attaquants. Donc, quels sont les enjeux pour les professionnels? Voilà, déjà une prise de conscience. Je pense qu'il y a besoin aujourd'hui de prendre conscience qu'il ne faut pas rigoler avec les données de santé. C'est des données sensibles qui ont une vraie valeur et qui ont besoin d'être protégées et qu'il faut faire un investissement pour sécuriser ces données de santé. Voilà, il y a une certification aujourd'hui pour héberger des données de santé dans le cloud ou même sur un serveur quelconque. Il y a une certification HDS qui est exigée par la ZIP, qui est une loi. Donc on doit aujourd'hui, pour héberger des données de santé, être certifié HDS pour tous les acteurs qui ne sont pas producteurs de la donnée. Donc un médecin qui a dans son cabinet les données de santé sur son PC n'a pas besoin d'être certifié HDS. Par contre, dès que les données sortent de son PC et vont dans un serveur à l'extérieur de son cabinet, il y a besoin d'avoir une certification HDS. Donc nous, on a, je vous le dis un peu en avant-première, on a passé notre certification, on attend juste la publication de notre certificat qui devrait arriver dans les jours qui viennent. Donc voilà, je ne peux pas vous dire qu'on est officiellement certifié, mais ça viendra dans les quelques jours qui arrivent. Et donc jusqu'à présent, on était sous le couvert de l'agrément HDS. Donc voilà, on fait les choses dans les règles. Notre agrément va expirer fin du mois et sera remplacé par la certification. Donc il n'y a pas de trou dans la raquette et on sera tout à fait dans la réglementation. Mais parfois, certains acteurs qui sont des clients à nous, des intermédiaires, vont faire des opérations sur les données de santé. Alors, je pense parfois à des infogéreurs, des gens qui vont gérer pour un patient ou pour un cabinet l'informatique, externaliser les données. Donc voilà, regardez ce qui est dans les obligations de certification et
et passer cette certification. Donc c'est quelque chose qu'on a fait sur les 6 derniers mois, qui remet en lumière un certain nombre de choses sur la sécurité informatique. Alors, la certification HDS, c'est 95% concerne tout ce qui est ISO 27001. Donc, le périmètre, c'est ISO 27001, plus un certain nombre de choses qui sont plutôt proches du RGPD. Donc, on protège les données de santé, on explique un petit peu quelques obligations supplémentaires sur comment on fait les mises à jour, etc. Et voilà, c'est un petit peu le périmètre de la certification HDS. C'est pas l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, mais disons que c'est quelque chose qu'il faut regarder, et tous les hébergeurs et tous les gens qui travaillent sur des données de santé devraient s'intéresser à ce sujet-là. Donc le RGPD parle de données personnelles. Personne ne peut dire que les données de santé ne sont pas des données personnelles, donc ça s'applique évidemment aussi aux données personnelles, aux données de santé, pardon. Donc ça, c'est aussi une loi, hein, c'est même une directive européenne, et s'applique à l'ensemble des... Depuis le 28 mai 2018, on en est loin d'une application à la lettre par tous les acteurs dans la santé, même très très loin. Donc voilà, quels sont les impacts d'une attaque sur les professionnels de la santé? Donc c'est grosso modo impact sur le business. Ça, évidemment, quand le groupe Ramsay arrête ses 160 centres médicaux, ben, voilà, ça ralentit la production, ça fait des arrêts significatifs de services pendant un certain temps. L'hôpital de Nantes, c'est pareil, etc., etc. Donc tout ça, ça aboutit à des pertes de chiffre d'affaires. J'ai quelques exemples, je ne sais plus exactement où c'était, mais voilà, il y a le groupe Ramsay, je crois, est coté en bourse, ou je confonds avec un autre cas, mais en tout cas, voilà, ça fait des baisses significatives de bénéfices sur des groupes privés, des pertes de capital par baisse de 25% du cours de bourse, etc., etc. Donc c'est des choses qui ont des vrais impacts. Et là, on parle que des cas qui ont été annoncés publiquement, sans doute par obligation. On ne parle pas de tous les cas qui sont cachés au mépris de la loi. Hein. Dans le RGPD, c'est marqué clairement que s'il y a fuite de données potentielles, elles doivent être rendues publiques, et on doit informer tous les gens qui sont dans le fichier. Donc quand on parle du cas de la banque qui perd 100 millions de données sur ses clients, dans le cadre du RGPD, alors là c'était une banque américaine, mais si on imagine le même cas sur une banque européenne, elle doit envoyer un recommandé à 100 millions de personnes pour leur dire, voilà, on a perdu les données qu'on avait sur vous, et donc on vous informe que vos données ont fait l'objet d'une fuite. C'est l'obligation. 100 millions, juste le coût simplement du courrier, vous imaginez déjà les impacts financiers réels de ce truc-là. Et ensuite, il faut imaginer qu'il y a plein de gens qui vont avoir un petit peu moins confiance dans la banque aussi. Donc voilà un autre cas de Refine qui faisait c'est un groupe d'analyse biologique. Donc voilà, 62 millions de pertes de chiffre d'affaires suite à 15 jours d'arrêt des analyses. Donc les labos ont fermé pendant 15 jours suite à un ransomware qui a obligé voilà, les équipes informatiques à arrêter l'ensemble de l'informatique. Un labo d'analyse, aujourd'hui, s'il n'a pas d'informatique, il peut juste rien faire. Il peut faire des prises de sang, mais s'il ne peut pas faire d'analyse derrière, ça ne sert à rien. Donc ils ont été obligés de couper l'ensemble du système informatique et de remettre tout ça en route progressivement. Tout ça, ça a pris 15 jours. 15 jours, c'est 62 millions d'euros. C'est aussi simple que ça. Voilà, pour les cybercriminels, les données de santé sur le darknet sont vendues beaucoup plus cher que les données classiques. Donc voilà, ça c'est des moyennes qui sont faites, ça vaut 3 fois plus cher. Donc évidemment, un criminel, il va attaquer plutôt les données de santé. C'est simplement économique. Si ça lui prend une journée pour attaquer un système, il préfère aller chercher là où c'est plus intéressant et plus rentable.
Donc après, à partir de ces données de santé, généralement dans les données de santé, il y a évidemment les données personnelles, le nom, prénom, date de naissance, et ces données-là peuvent être utilisées après pour faire de l'usurpation d'identité, pour acheter des médicaments, pour acheter de la morphine, je ne sais quoi. Voilà, tout ça, on peut imaginer tout un tas de scénarios derrière, et voilà, ça fait du trafic après de données, et on peut imaginer des utilisations dans différents cas. Voilà, l'impact pour les particuliers, un patient, alors le patient, c'est un peu le dernier maillon de la chaîne. Quelque part, il a été il est le plus impacté, mais c'est pas forcément lui qui est à l'origine de la fuite, c'est lui qui est le plus visé. Donc, par exemple, on peut imaginer des choses, voilà, je sais que vous avez une mammographie positive, je vais aller vendre vos données à votre mutuelle. Si vous ne voulez pas que je le fasse, payez-moi une rançon. Voilà, c'est un cas un peu anecdotique, mais on peut tout à fait imaginer des choses comme ça. Et est-ce que les patients vont accepter de payer la rançon? C'est tout à fait possible. Ou je sais que vous avez telle maladie grave, je vais informer votre employeur. Est-ce que vous seriez d'accord de payer une rançon dans ce cas-là? Il y a tout un tas de maladies qui n'ont pas lieu d'être déclarées et rendues publiques à tout le monde. On peut imaginer sur des politiques ou des choses comme ça. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être imaginées. C'est des données sensibles. Voilà, tout ça pour dire que les données de santé, c'est des données sensibles et on ne veut pas qu'elles soient rendues publiques. Point. Il n'y a pas d'autre chose à discuter. Voilà, une troisième partie. Voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, cette partie-là, pour dire que les Français acceptent l'utilisation de l'informatique dans la médecine. Aujourd'hui, il y a une vraie confiance des patients envers leurs médecins. Donc, j'étais encore la semaine dernière dans un colloque sur la médecine. Il y a une vraie confiance aujourd'hui quand vous allez chez un médecin, vous lui faites confiance pour protéger vos données et pour tout le reste également, pour vous soigner correctement et d'utiliser l'informatique pour ce qu'elle peut apporter. Il y a de très très belles réalisations, notamment l'intelligence artificielle apporte des choses incroyables pour aider les médecins à diagnostiquer correctement, voire à faire des traitements qui sont optimisés en fonction de votre cas particulier, etc., etc. Il y a des très belles réalisations. Donc l'informatique apporte vraiment une aide à la médecine d'aujourd'hui. Et donc il n'est pas question de dire l'informatique, faut pas l'utiliser parce qu'il y a des risques de cyberattaque. Par contre, il faut faire ça vraiment de manière optimale et puis s'occuper de la sécurité, qui sont des choses vraiment importantes. Donc aujourd'hui, il y a une confiance. J'imagine que cette confiance, elle n'est pas acquise à vie et que si demain, les professionnels de santé ne protègent pas correctement leurs données et puis que tous les cas que je viens de citer commencent à faire un peu plus de bruit et qu'on apprend que quelqu'un est mort à cause d'un ransomware, j'imagine que cette confiance, elle peut très vite s'effriter. On connaît la défiance aujourd'hui des Français envers les politiques. Elle pourrait très bien se retourner aussi contre les professionnels de santé. Et ça voudrait dire que ça va commencer à être beaucoup plus compliqué de faire un travail efficace de santé en France si on ne peut plus utiliser l'informatique ou si tout le monde commence à refuser l'informatisation des dossiers. Ça risque d'être un peu compliqué. Donc il est temps d'agir et rapidement avant que ça soit trop tard. Donc, ça, c'est simplement pour dire que c'est pas encore trop tard et qu'il est temps de mettre les investissements qu'il faut sur la sécurité. Les hôpitaux, voilà, c'est comme toujours en sécurité informatique, c'est l'humain qui est le maillon faible, on va dire. Voilà, la formation des utilisateurs, leur dire de pas faire n'importe quoi, et des investissements évidemment aussi en matériel réseau, en logiciel de sécurité, mais l'humain reste aussi au centre de la sécurité, comme dans n'importe quel système de sécurité.
Voilà, si n'importe qui clique sur n'importe quoi et va télécharger des choses, bah, ça reste des points d'entrée potentiels. Et toutes les cyberattaques que je viens de citer passent un moment par un humain. Il y a très très peu de cas où l'attaque ne passe pas par un utilisateur pas malveillant, mais un petit peu négligent. On va dire ça comme ça. Ou non formé. Voilà. Un utilisateur formé, ben, ça fait une vraie barrière à l'entrée sur ces attaques-là. Donc je suis un peu trop long. Je pense que je déborde un petit peu de mon temps alloué. Voilà. Un autre élément important, c'est les objets connectés. Aujourd'hui, on a énormément d'objets connectés de santé. Alors, on a des montres qui prennent votre pouls, on a des systèmes qui analysent votre tension, on a des systèmes cardiaques également qui relèvent un petit peu votre rythme cardiaque tout au long de la journée. C'est des outils qui sont vraiment intéressants, qui apportent un vrai plus dans le diagnostic. Un médecin qui vous prend votre tension une fois tous les 3 mois, voilà, on peut se dire que s'il a de la chance, il tombe le bonjour et puis vous passez à côté d'une hypertension qui peut être grave. Ces objets-là peuvent vous l'apprendre 4 fois par jour, voir un petit peu une évolution, de comprendre un petit peu ce qui se passe. Voilà, on peut très bien avoir une hypertension que le matin de bonne heure et jamais quand vous allez chez le médecin. Ou inversement, vous êtes stressé en allant chez le médecin et puis vous avez une hypertension liée au stress, mais qui n'est pas grave en soi, parce que si tout le reste de la journée tout va bien, c'est peut-être pas la peine de soigner des choses qui n'existent pas. Donc ces objets connectés peuvent apporter un vrai plus sur la médecine moderne, mais sont aussi des cibles d'attaque. Donc il y a quand même des choses aujourd'hui, ces objets transmettent des données de manière plus ou moins sécurisée sur des infrastructures qui ne sont pas toujours HDS, alors que c'est clairement des données de santé. Ces données sont ensuite consultées par un médecin, etc., etc. Mais voilà, ces objets font l'objet d'attaques parce qu'ils sont diffusés à de très grands nombres d'exemplaires. Une montre connectée qui prend votre pouls toute la journée, eh ben, elle peut être vendue à des milliers d'exemplaires et diffusée partout avec, voilà, avec un système de mise à jour assez compliqué parce que c'est des objets qui sont pas connectés en permanence, qui renvoient des données mais qui sont difficilement mises à jour. Voilà, tout ça, voilà, c'est la problématique des objets connectés, mais là qui est déjà compliqué en soi, mais dans le cadre de la santé, ça devient encore plus critique. Donc voilà, on a un nombre d'attaques voilà, qui est passé de 12 millions en 2018 à 105 millions au premier semestre 2019. C'est juste énorme la différence. C'est lié évidemment à l'extension du nombre d'objets connectés, mais pas seulement. C'est aussi des choses qui sont assez sensibles. Alors on a quelques cas voilà, qui sont un peu plus critiques, c'est-à-dire que voilà, j'ai souvenir d'une conférence où le conférencier, au début de sa conférence sur les cyberattaques, a dit voilà, j'ai repéré dans l'audience 14 pacemakers, je ne sais pas qui c'est, mais si j'appuie sur ce bouton-là, je suis capable de l'arrêter à distance. C'est des choses qui font un peu, un peu flipper. Et donc, bon, je pense qu'il a vu au bout de 3 minutes qui était devenu vert dans l'audience. Et c'est des attaques qui ont été prouvées. Donc, il y a eu des rappels de ce genre d'outils-là. Mais si quelqu'un est capable de prendre la main sur un pacemaker, ou voilà, en un autre cas sur une pompe à insuline pour injecter 10 fois la dose d'insuline, eh ben, ça fait juste un mort. Donc, c'est pas des choses à prendre à la légère. Et c'est des cas, voilà, évidemment, le conférencier, il n'a rien fait de tout cela, mais tout juste pour démontrer que c'est possible et que aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu compliqué à faire, mais que le fait que ce soit possible est déjà inquiétant en soi. Voilà, donc j'ai terminé pour mes parties là. Donc, comment protéger les données de santé? Voilà, investissez dans la cybersécurité, c'est des choses vraiment importantes. Voilà, faire des pen tests. Nous, on a fait un pen test l'année dernière sur notre solution de sauvegarde. C'est des choses importantes. On peut toujours dire on fait les choses le mieux possible,
de temps en temps, avoir quelqu'un à l'extérieur qui vient tester si ce que vous faites est bien, c'est toujours intéressant. Former les employés, j'en ai déjà parlé. Si on veut aller un peu plus loin que simplement des formations basiques, il y a la norme ISO 27001 qui est assez complète sur le management de la sécurité informatique, qui explique comment gérer un système d'information en faisant attention à la sécurité. La certification HDS, j'en ai déjà parlé. Un SOC, voilà, si on est vraiment sur des choses assez critiques, pourquoi pas mettre un centre d'opération pour surveiller la sécurité des informations. Voilà, je pense qu'un hôpital, plus ou moins gros, devrait avoir au minimum une certification 27001, HDS, ça se discute, et un centre de surveillance de ce qui se passe avec ces données. Là, on pourrait déjà améliorer sensiblement les choses, plutôt que de laisser des PC où on peut se brancher dessus avec une simple clé USB sans souci. Donc les mesures préventives, voilà, c'est toujours les mêmes, avoir un antivirus, c'est la base, un bon système de sauvegarde, là je ne vais pas vous dire le contraire évidemment, mais le système de sauvegarde c'est l'assurance vie. C'est tout simple, si demain vous êtes quand même attaqué malgré le fait que vous avez mis un certain nombre de mesures préventives, eh ben, la sauvegarde va vous permettre de repartir et de ne pas être mort, tout simplement. Vous êtes un petit peu malade, vous perdez 15 jours de chiffre d'affaires, comme le cas tout à l'heure du labo. Avec un système de sauvegarde, on peut repartir. Sans système de sauvegarde, on ne repart pas et on meurt. C'est tout simple. Donc, voilà, il faut mettre des mesures préventives, mais la première à mettre en place, c'est évidemment une bonne sauvegarde avec tous les critères d'une bonne sauvegarde. L'externalisation, l'historique suffisamment long, etc. On peut évidemment restreindre les droits des utilisateurs. Voilà, l'utilisateur qui clique malencontreusement sur un dossier, sur un ransomware dans sa boîte aux lettres, il pourra ne corrompre que les données auxquelles il a accès. Donc, il n'est pas logique qu'il ait accès à l'ensemble des données de l'entreprise s'il n'en a pas besoin. Donc, la limitation des droits, c'est la base. Les mots de passe, à la fois sur les objets connectés, sur les trucs, mettre des mots de passe sûrs et pas test ou 1, 2, 3, 4. Changer évidemment les mots de passe par défaut, c'est la base. Et puis mettre à jour les systèmes d'exploitation, les applications, les mises à jour, les mises à jour, les mises à jour. 99% des attaques, ça utilise des failles qui sont connues, qui sont déjà corrigées et qui sont diffusées avec des corrections. Donc 99% des ransomware, c'est ça, c'est des attaques sur des failles connues, ça peut être des failles de PDF, de tout un tas de trucs, des failles de Office, des failles du navigateur. On utilise ces failles avec un script tout simple, le cyberattaquant va faire ça. Voilà, il suffit d'avoir mis à jour avant que cette attaque arrive et on passe à travers de 99% des attaques. Il en reste évidemment encore, mais voilà, c'est vraiment la base. Je mettrais même ça en premier, les mises à jour régulières, ça protège énormément. On trouve quand même dans les hôpitaux encore des Windows XP pour piloter des choses, tout ça connecté sur le réseau, ça fait peur. Donc, mesures curatives, voilà, on en avait déjà parlé dans le cadre des cyberattaques. Voilà, si on voit qu'il y a une attaque, évidemment, c'est tout de suite déconnecter la machine, éventuellement la laisser tourner pour pouvoir investiguer, voir ce qui se passe. Quand on la redémarre, il peut se passer des choses, des installations un peu plus avancées. Et après, vérifier ce qui se passe, voir ce qui se passe autour, tous les systèmes qui ont été connectés, voir s'ils n'ont pas été déjà infectés. Et après, c'est de la remise en route. C'est du PRA, restaurer tous les fichiers à partir d'une sauvegarde. Évidemment, vérifier que la sauvegarde est suffisamment ancienne pour pas qu'on restaure des choses qui ont déjà été corrompues. Et puis ensuite, normalement, on doit informer la CNIL dans les 72 heures après le début de l'attaque. Ça, c'est une obligation, hein. C'est pas une suggestion. Voilà. Alors, le mot d'ordre, c'est sauvegarder. C'est la seule méthode fiable pour récupérer des données en cas d'attaque. Cette sauvegarde doit être
on ne doit pas pouvoir écraser cette sauvegarde. C'est-à-dire que non répudiable avec un historique suffisamment long. Quand je fais une sauvegarde, je dois être en assurance que le fichier que je restaure, c'est exactement celui que j'avais à un moment où j'ai sauvegardé. Donc, un disque dur qui est connecté sur la machine pour copier les données sur le disque dur, ça suffit pas. Les données peuvent être corrompues par l'attaque en elle-même. Donc, une sauvegarde qui est une vraie sauvegarde doit être déconnectée du système et ne doit pas pouvoir réinscriptible. Il faut un CD, par exemple, ça marcherait, parce qu'un CD, une fois qu'il est gravé, on ne peut plus le regraver. Donc, il ne faut pas qu'il soit réinscriptible. Donc, une sauvegarde externalisée n'est pas réinscriptible. On peut faire une deuxième sauvegarde, mais l'historique garantit qu'on puisse revenir à la version précédente. L'autre chose, c'est vraiment aussi voilà, de faire des tests de restauration. Ça, c'est vraiment des choses importantes. Donc, il faut tester que la restauration correspond à ce que vous voulez, que vous avez toutes les données dans votre sauvegarde, parce que ça, c'est des cas 90%, le nombre de gens qu'on a au support qui nous appellent « Ah, j'ai perdu tel répertoire ». Et on leur dit ben, « Malheureusement, vous n'avez pas mis ce répertoire-là dans votre sauvegarde, donc on ne peut pas le restaurer ». Donc voilà, c'est des gens qui sont dépités, mais un test de restauration permet de détecter ce genre de cas. Donc c'est vraiment important. Maintenant, je vais passer la parole à Stéphanie, parce que j'empiète un peu sur sa partie. Donc, je réponds aux questions s'il y a des questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions, s'il y a des questions techniques ou si vous voulez des références sur tout ce que j'ai cité. De toute façon, on vous diffusera le PowerPoint de tout ce que je viens de dire. Et puis, voilà, n'hésitez pas après à revenir vers nous, soit à titre individuel si vous avez besoin ou autre. Donc, je passe vraiment la parole à Stéphanie avant qu'elle ne me jette par la fenêtre. Tout de suite. Adieu. Rebonjour. Voilà. Alors donc après cette première partie donc bien expliquée par Sébastien. Donc effectivement, on arrive sur le vif du sujet, à savoir la sauvegarde des données, qui est vraiment le pare-feu contre tout problème rencontré suite à des cryptovirus ou des infections autres. Donc tel que Sébastien l'a dit, donc c'est la seule méthode fiable pour récupérer les données. Je ne vais pas répéter ce qu'il vient de dire actuellement, mais voilà, de choisir une solution qui traite intelligemment les gros fichiers, parce qu'on se rend quand même compte que principalement dans le domaine de la santé, il y a énormément de gros fichiers et beaucoup de fichiers. Voilà, donc le but, c'est de mettre en place une solution qui puisse gérer ce type de données. Et puis bien sûr, mettre en place une solution qui vous garantit quand même un taux de réussite qui soit intéressant, supérieur à 95%. Donc ici, vous allez avoir 3 slides sur lesquels vous retrouverez les différentes sources que l'on a utilisées pour établir les différents éléments. Donc bien sûr, vous pourrez y avoir accès lorsque vous aurez accès à la présentation pour avoir les éléments complémentaires. Et donc à présent, je vous propose de passer, de faire un zoom sur notre solution de sauvegarde Kiwi Santé, donc par Kiwi Backup. Alors là, c'est un petit peu, Sébastien avait déjà un petit peu empiété sur le sujet précédemment. Quelle solution de sauvegarde choisir? Alors 3 types de solutions: solution locale, externe non HDS et externe HDS. Alors solution locale, on va dire que ça, parfois, on peut le dire que ça mérite d'exister. C'est déjà bien, on va dire, que de ne rien avoir du tout. Mais par contre, c'est dangereux dans la mesure où s'il doit y avoir une attaque par un cryptovirus, dans la mesure où le support est souvent branché sur le réseau, les sauvegardes vont partir avec le ransomware ou bien vont être affectées également. Voilà, donc surtout la sécurité des données est très faible. Et l'autre problème qu'il peut y avoir, c'est que ça reste une sauvegarde qui est manuelle, très souvent, même s'il y a des logiciels qui sont fournis en parallèle. Il faut quand même derrière externaliser les données, parce que si le support reste avec les données sauvegardées juste à côté du serveur, qu'il y a un vol, un incendie, ça va pas forcément arranger les choses dans la mesure où tout partira avec. Voilà, donc ça ne sont pas des nouveautés, ce sont des informations que vous avez sûrement déjà eues par ailleurs. Autre solution, donc solution externe non HDS. Donc là, c'est la solution, on va dire, la plus négative qui existe, parce que ça ne respecte absolument pas la réglementation, et que bien sûr, il y a des sanctions qui sont prévues,
qui sont de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende pour la personne qui met en place ce type de solution. Parce que bien sûr, ça ne respecte pas, Sébastien a parlé largement tout à l'heure, ça ne respecte pas la réglementation. Solution externe, bien sûr, qui respecte les normes et qui a une certaine traçabilité, grâce notamment au log de connexion, savoir ce qui s'est passé au cours d'une sauvegarde, savoir si tous les fichiers ont pu être pris en compte ou si éventuellement il y a des fichiers qui ont été exclus. Et il faut définir une procédure qui soit bien fiable. C'est-à-dire que le paramétrage doit être initialement fait et ensuite il faut quand même assez régulièrement pouvoir revoir ce paramétrage afin de s'assurer qu'il y ait vraiment toutes les données critiques qui soient prises en compte. C'est vraiment un élément qui est très important. Et bien sûr, en parallèle, de faire régulièrement des restaurations pour s'assurer que la sauvegarde soit bien conforme. Je vais à présent vous présenter donc quelques copies d'écran de nos interfaces. Donc vous avez notamment ici donc deux écrans qui vous donnent des informations sur l'interface d'administration. Donc sur la partie de gauche, nous avons choisi de mettre en avant le tableau de bord qui synthétise tout simplement l'ensemble des machines qui sont notamment enregistrées dans un espace. Nous avons mis en place un code couleur, ici, vous voyez sur la partie basse, qui va indiquer si les sauvegardes sont à jour. Donc bien sûr, vert, tout va bien, les sauvegardes sont bien à jour, et au fur et à mesure, on va aller vers un vert plus foncé, vers le orange, vers le rouge, et donc là, ça va indiquer un nombre de jours de non-sauvegarde. En parallèle, bien sûr, donc de cette interface d'administration, chaque personne, chaque utilisateur et chaque administrateur réceptionne quotidiennement un mail pour lui indiquer si la sauvegarde s'est bien passée. Et donc là aussi, on a choisi de mettre en place un code couleur qui est très intuitif. Vert, tout se passe bien, et rouge, la sauvegarde n'a pas pu fonctionner. Ici, donc, vous visualisez l'écran, l'agent qui est installé sur les postes, alors poste fixe ou serveur, et qui va permettre de faire le paramétrage de la sauvegarde et de faire des restaurations en local. Donc bien entendu, notre agent peut s'installer tout aussi bien sur des postes Windows que Mac ou Linux. Ici, vous voyez donc le paramétrage de la sauvegarde. Donc dans le menu ici sauvegarde, vous avez sur la partie de gauche le disque qui s'affiche avec les différents dossiers. Et tout simplement, on va cocher les dossiers qui sont importants à sauvegarder, qui vont s'implémenter dans la partie dossier à sauvegarder, éventuellement des sous-dossiers exclure, et l'heure à laquelle la sauvegarde doit se mettre en route. La première fois, on va faire une sauvegarde qui sera complète, et les sauvegardes suivantes, ensuite, on va transférer que les éléments qui ont été modifiés. Donc, précédemment, je vous ai indiqué qu'il est important de choisir une solution qui traite intelligiblement les gros fichiers. Pour notre part, nous utilisons ce qu'on a mis en place des splits intelligents, c'est-à-dire que tous nos fichiers sont automatiquement découpés pour optimiser au mieux la sauvegarde et utiliser le moins de bande passante possible. Voilà, donc c'est un des éléments qui permet d'optimiser. Donc là, on revient également sur le tableau de bord qui nous permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, en un seul coup d'œil de pouvoir visualiser les machines qui sont à jour au niveau des sauvegardes, éventuellement les contrats qui peuvent être en dépassement ou les machines qui sont en alerte, ne pas sauvegarder depuis X temps. Ici, vous avez un écran du type de contrat. C'est-à-dire qu'on a un contrat qui s'appelle Beta Santé, et à l'intérieur de ce contrat, on a enregistré 11 machines. On a alloué 150 gigas à ce contrat, et on utilise 36 gigas. Donc ici, on a également un petit truc pour indiquer le taux d'utilisation de la volumétrie. Voilà. Donc, nous avons à présent terminé notre webinar. Je vois que Sébastien est très attentivement en train de répondre à différentes questions. Donc n'hésitez pas donc il répond déjà de manière écrite. Je ne sais pas si éventuellement il y a des points qui seraient abordés pour que tout le monde puisse avoir accès à ces informations. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir une sauvegarde HDS? C'est une question. Oui, tout à fait. Oui, c'est une obligation, effectivement.
Donc, on n'est pas forcément obligé de repartir là-dessus. Mais oui, tout à fait, oui, c'est obligatoire d'avoir une... commencer à répondre un peu par écrit, mais disons que si on externalise les données, il faut que le stockage externalisé, le prestataire qui fait la sauvegarde, soit certifié HDS. Ça, c'est une obligation. Après, il y a une obligation pour tout professionnel de sécuriser les données de santé voilà, de ses patients. Donc, le médecin a comme obligation de ne pas diffuser les informations. C'est l'obligation de confidentialité. C'est dans le serment d'Hippocrate. On ne va pas diffuser des informations secret médical. Donc ça, c'est une obligation. Il y a un document de la CNIL qui circule, qu'on a vu passer, qui recommande d'avoir une sauvegarde avec un historique de 12 mois. Donc c'est une recommandation de la CNIL. Un de nos clients a eu une amende à cause de ça parce qu'il ne pouvait pas prouver qu'il était capable de restaurer une sauvegarde d'il y a 12 mois. Donc voilà, il y a des choses qui existent, il y a des amendes qui sont distribuées par la CNIL. On a cherché, on n'a pas trouvé de texte qui impose les 12 mois d'historique. Par contre, c'est dans la recommandation. Par contre, ne pas avoir de sauvegarde du tout, là je pense que il n'y a pas de discussion, c'est clairement obligatoire d'avoir une sauvegarde, et une sauvegarde externalisée, c'est vraiment un vrai plus. Après, on peut faire des choses en local, mais on ne gère pas tous les risques. Donc il y a toujours l'analyse des risques. Qu'est-ce qui se passe si mon cabinet médical brûle et que je perds mon serveur qui est dedans? Voilà. L'externalisation, ça arrive, ça permet de régler beaucoup de problèmes, et donc voilà, elle est fortement recommandée. Je ne peux pas dire que j'ai vu un texte qui impose une externalisation des sauvegardes, mais disons qu'en termes d'analyse de risque, c'est quelque chose d'important. Donc, j'ai une réponse sur la sauvegarde sur 12 mois. Quotidienne. Alors, quotidienne, une sauvegarde sur 12 mois quotidienne. C'est ça qu'il y avait dans le... Non, c'est la question, ça. Oui, mais on peut très bien avoir une sauvegarde sur 12 mois et avoir une version tous les mois. Oui. Voilà. Bah, c'est une possibilité. En tout cas, dans la recommandation CNIL, c'était avoir 12 mois d'historique, mais pas spécialement de précision sur la fréquence de la sauvegarde. Maintenant, honnêtement, voilà, c'est mieux d'avoir une sauvegarde quotidienne. On ne peut pas forcément se permettre de perdre une semaine ou un mois de données. Après, effectivement, on peut enlever les sauvegardes intermédiaires sur les mois. Voilà, c'est pas notre manière de travailler. Chez Kiwi, on sauvegarde tous les jours pendant 3 mois. C'est notre contrat de base. Il y a 3 mois d'historique. Voilà, on n'enlève pas sur le 3e mois, un jour sur 2, par exemple. Voilà. Tu m'as passé la main. J'entends bien parce que je voulais voir s'il y avait d'autres questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il y avait d'autres questions, oui, c'est ce que je voulais voir. Si vous avez d'autres questions, mais vous n'osez pas les poser en public, on est là aussi pour y répondre de manière plus individuelle. N'hésitez pas à appeler Stéphanie si vous avez des questions plus d'ordre commercial ou général. Voilà, on est là de toute façon pour y répondre quand vous voulez. Ce webinaire est enregistré, donc s'il y a un collègue qui n'a pas pu se libérer et qui est intéressé par le sujet, n'hésitez pas à lui envoyer le lien vers la vidéo du webinaire. En plus, il pourra avancer un petit peu sur les passages où je bafouille et où je suis un peu trop long. Et comme ça, il pourra profiter du contenu de manière plus efficace. Voilà. Très bien. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.